donc voilà, aujourd'hui nous sommes réunis pour parler de l'époque clé de l'histoire de nos régions, c'est-à-dire l'histoire des ducs de Bourgogne. Il y en aura 5 en tout, et une duchesse, Marie de Bourgogne. C'est une époque clé de notre histoire qui s'étend, qui va déterminer la création, la formation du territoire, et qui va s'étendre de 1363 à 1477. Mais si on compte Marie de Bourgogne, c'est évidemment jusqu'à 1482. C'est donc la moitié du XIVe siècle et les 8 dixièmes du XVe siècle. Donc en 1363, la date où tout commence, c'est la date à laquelle Jean II le Bon, qui est roi de France à l'époque, va céder la Bourgogne, une partie de son héritage, j'y reviendrai tout à l'heure. Il va céder le duché de Bourgogne, je dis bien le duché de Bourgogne, à son fils cadet, à Philippe le Hardi, parce que son fils cadet est un fils parfait, il est hardi au combat, etc. C'est donc un bon fils, on va lui donner un bon fief, qui est intéressant parce qu'il produit du vin, etc., ce qui est une chose absolument importante à l'époque et commercialement importante. Et il va acquérir la Flandre par mariage, qui est encore dépendante formellement de la France. La Flandre qui est ici, c'est-à-dire les deux provinces de Flandre plus l'île et quelques dépendances qui sont devenues françaises sous Louis XIV, mais la Flandre dépend du royaume de France, tandis que le reste du pays dépend du Saint-Empire romain germanique qui va englober les trois couleurs ici au cours du Moyen-Âge. Donc ça, il faudra faire très attention. Toutes les dénominations, les notions de frontières, les notions de territoire ne dépendent absolument pas de la langue, de l'État, tout ça, ce sont des concepts qui n'existent pas et qui n'apparaîtront qu'au XIXe siècle, donc très récemment. On a des États qui sont essentiellement dynastiques. Et ici, nous avons l'histoire d'une dynastie. Donc les territoires dépendent d'une famille royale, impériale, ducale, tout ce qu'on veut. Donc la Flandre dépend encore formellement du roi de France, mais au cours de la guerre de 100 ans, qui a commencé quelques années avant 1363, au cours de la guerre de 100 ans, elle s'est aperçue que une détermination venue de Paris ne lui convenait pas parce que ici, il y a une coupure physique. Il y a le Pas-de-Calais, donc il y a 35 km de mer, mais qui fait que ce qui est au sud et évidemment dépend du royaume de France et de l'Angleterre, tandis que ce qui est au nord dépend d'un espace complètement différent. C'est-à-dire Bruges, qui est le port principal, dépend de la laine anglaise, du bois venu du nord, de l'ivoire que l'on tire des dents des morses, de ces chiens de mer de dimension importante. Donc l'ivoire vient de là, et alors évidemment la mer du Nord, ça rejoint nos propos qui sont souvent échangés ici, sont liés à la Baltique et puis à l'espace de Novgorod. Donc ça va être organisé par la Hanse germanique avec les ports de la mer du Nord et de la Baltique, mais Londres, Bruges, en Wallonie, Dinan, parce que Dinan par la Meuse est lié à la mer du Nord, mais pas à la Méditerranée, à la Manche ou à l'Atlantique, et il y a Bergen en Norvège. Donc la Flandre opte pour une autre chose que son appartenance à la France, parce que commercialement, elle appartient à un monde tout à fait différent, où il y a une espèce de langue de la mer du Nord, une koiné, comme on disait en grec, une koiné de la mer du Nord, qui est un mélange des langues qui vont former l'anglais, c'est-à-dire le jude du Danemark, l'allemand du Nord, le néerlandais de Flandre, plus exactement, et le norvégien. Le norvégien est encore très proche. Si nous allons à Oslo, on comprend toutes les instructions qui sont dans le métro, à la simple condition qu'on est un peu
vu comment se traduisent les préfixes et les suffixes, et puis finalement, on comprend tout, on n'a pas besoin d'interprète. À la lecture, on n'a pas beaucoup besoin de... D'ailleurs, les seuls émigrés qui réussissent en Norvège sont les Flamands et les Néerlandais. Hein. Il y en a dans la rue, on dit, ah oui, mais moi je suis de Rotterdam, je me suis installé ici, et je parle la langue sans problème. Hein. C'est une langue qui est facile, plus facile que le suédois ou le danois. C'est une langue qui est très facile à acquérir parce qu'il y a eu toute cette influence commerciale qui a duré pendant tout le Moyen-Âge. Donc, la Flandre a une orientation géocommerciale, je dirais, géoéconomique, qui est complètement différente du reste du royaume de France, qui lui est dans la misère, puisqu'il y a la guerre de 100 ans. C'est pas simplement une querelle entre les Anglais et les Français, c'est aussi une querelle entre Français. Il y a des partisans du roi d'Angleterre, qui est un Français en fait, et les partisans d'une autre ligne de la famille, d'une autre lignée de la famille, qui elle est restée roi de France. Et Philippe le Hardi, il est effectivement un prince français, mais en acquérant la Flandre, il va changer son orientation. Il va passer dans le camp anglais, entre guillemets. Donc les Bourguignons, dans le royaume de France, seront dans le camp des Anglais. De même que tous ceux du sud de l'Angleterre, Bordeaux, la Guyenne, l'Aquitaine, etc., seront du côté anglais. Donc c'est une guerre civile qui se passe en France, et qui est très difficile à comprendre aujourd'hui, surtout à cause du mythe nationaliste français qui tourne autour de Jeanne d'Arc, qui, c'est très bien, mais qu'est-ce que c'est Jeanne d'Arc? Ben, à Liège, si tu vas dans les cercles de Liège, il y a un historien patenté qui t'expliquera le recrutement des troupes de l'armée royale française ne se faisait pas en France, il se faisait dans toute cette région-là où on crevait de faim. Les légions romaines aussi, il n'y a pas de blé, donc s'il y a une mauvaise récolte, on crève de faim et on devient mercenaire pour Rome, ou on devient mercenaire après pour la France ou pour le pape. Les gardes suisses, avant ce n'étaient pas des gardes suisses, c'était des gardes frisons. Pourquoi? Parce que c'était les frisons qui formaient la garde des empereurs romains et la garde de la garde, parce que la garde était contrôlée par des gens qui ne portaient pas de vêtements romains, mais vraiment le vêtement germanique et une épée à deux mains. Donc si les prétoriens, également recrutés dans le nord de l'Europe, se rebellaient, ils avaient sur leur able d'autres gars qui venaient des mêmes régions et qui les contrôlaient. Et ça s'est perpétué tout au cours du Moyen-Âge. Hein. Donc les papes vont recruter exactement dans la même région, le nord des Pays-Bas, et ce seront des Suisses qu'à partir du moment où les autres deviendront protestants. Mais l'armée du roi de France recrute également dans ces régions-là, et la tradition voulait que, que tous ces régiments soient menés par une jeune fille, 16, 17, 18 ans, qui portait le drapeau. Or, Jeanne d'Arc, on voit qu'elle porte le drapeau. Et dans son procès, bon, elle est de Lorraine, la Lorraine n'est pas française à l'époque. Donc ça veut dire que ce sont peut-être des troupes qui ont été recrutées en Lorraine, parce qu'on disait aussi des Brabançons, parce qu'ils passaient par le Brabant avant d'arriver en France. Donc les types descendaient et passaient dans le Brabant, ou ils passaient par la Lorraine si c'était des types venus d'ailleurs. Et à son procès, elle est interrogée par un greffier pour commencer, et comment le greffier écrit-il son nom? Elle n'a pas une carte d'identité, ça n'existe pas. Il écrit Jeanne Tarc, T-A-R-C. Donc elle a prononcé avec un accent germanique, comme un luxembourgeois, je dirais, exactement, ou un alsacien. Donc, et alors il y a eu plusieurs Jeanne d'Arc, après la capture de cette Jeanne d'Arc, qui est condamnée pour hérésie, parce que c'est un rite païen, évidemment, d'envoyer une jeune fille avec un drapeau. Et elle est condamnée pour hérésie, etc., par un tribunal français, d'ailleurs. Et il y en a d'autres, on en promène d'autres en disant tiens, ça c'est la vraie Jeanne d'Arc. Et ben, c'était dans un autre régiment, c'était également une jeune fille porte-drapeau, une porte-étendard.
Alors pourquoi Philippe le Hardi devient comte de Flandre en même temps que duc de Bourgogne? C'est parce que la lignée masculine des comtes de Flandre va s'éteindre en 1563 avec la mort de Louis de Malle, le dernier comte de Flandre. En 1300. 1300, oui, en 1363. Enfin, il hérite évidemment parce qu'il a épousé Marguerite de Malle, la comtesse de Flandre, en titre. Il l'épouse, il est devenu le comte de Flandre, et la lignée va changer. Ce seront les comtes de Flandre deviendront des ducs de Bourgogne, comme après ils deviendront les empereurs d'Autriche, de Habsbourg. Ce sont les véritables comtes de Flandre, encore aujourd'hui, puisqu'il y a des descendants. Tout le reste, quand on parle de la Belgique ou d'autres choses, tout ça est profondément illégitime et n'a pas de valeur historique. C'est de l'usurpation, hein, tout simplement. Donc Philippe le Hardi épouse Marguerite de Malle, ce qui fait qu'il y a une entité politique, mais dynastique, qui n'a rien à voir avec des éléments linguistiques ou des éléments géographiques, etc. C'est épars, et on verra ça tout à l'heure aussi. Il y a donc la Bourgogne, la Franche-Comté qui est terre impériale, qui est terre germanique. Il y a eu une impératrice très importante et très dynamique, la femme du fameux Frédéric Barberousse, l'empereur guerrier. Eh bien, c'est une jeune franc-comtoise, c'est Adélaïde de Franche-Comté. Et c'est elle qui va mener les campagnes militaires derrière son époux en Italie du Nord. Mais elle mourra avant son diable de mari, qui à mon âge, à 70 ans, va mourir en croisade parce qu'il se sera baigné, il a attrapé une congestion, il est allé dans l'eau trop tôt et il est tombé mort dans une rivière en Turquie, en se lavant, en voulant se baigner. Et il avait 69 ans. Donc la Flandre, mais aussi les villes d'Anvers et de Malines, qui dépendent à ce moment de la Flandre et pas du Brabant, l'Artois, dans le nord de la France, donc le département du Pas-de-Calais aujourd'hui, grosso modo, et le Rethel, qui sont le département des Ardennes en France, vont faire partie de ce même ensemble, possédé, en fait, dynastiquement par Philippe le Hardi. Alors nous avons donc deux territoires compacts dans cet ensemble, qui est évidemment la Flandre et la Bourgogne-Franche-Comté qui fait ceci. Une question. Oui. Il y a une corne là. Où ça, verte dans la corne là, entre Flandre et voilà. Ah oui. Oui, je vais l'expliquer tantôt. Parce que on va aussi expliquer pourquoi on a divisé l'Europe comme ça. C'est pas idiot. Parce qu'on a l'air de dire, oui, mais ça ne tient pas debout. Avec les critères actuels, ça ne tient pas debout. On va voir que c'est quelque chose qui a été remarquablement bien conçu. On le verra tout à l'heure par une autre carte. Enfin, on peut le faire tout de suite après tout. Donc ici, on partage avec les trois petits-fils de Charlemagne. Charles le Chauve reçoit le bleu. L'aîné, Lothaire, reçoit tout ça et on se demande pourquoi, parce qu'il y a l'Italie, il y a la Provence, il y a la Franche-Comté, il y a l'Alsace, il y a nos régions, il y a la Hollande, la Frise, etc. Et le plus jeune, Louis le Germanique, il reçoit le territoire de l'Est parce qu'il n'est pas complet. L'objectif est de renouer avec une idée de l'Empire romain et de conquérir le Danube. Donc toute cette partie-là, il va la prendre parce qu'il est assez dynamique. Et à la mort de Lothaire, il va reprendre tout ça. Et le tout formera l'Empire, non, pas encore, le Saint-Empire viendra après avec les Ottoniens, mais ça c'est une autre histoire, c'est un peu long, quand ils battront les Hongrois, qui feront des raids jusqu'ici dans les Ardennes, ils se font arrêter dans les Ardennes par des moines bûcherons, qui criaient, oui mais les moines bûcherons étaient des types assez solides, on recrutait pas des chétifs pour être moines bûcherons, et quand les Hongrois sont arrivés, mais avec des petits chevaux, c'est la même chose qu'à la bataille de Poitiers. Avant la bataille de Poitiers, on a recruté dans nos régions, mais des grands types avec des haches pour casser la tête des chevaux. Ici, les bûcherons, quand les Hongrois qui faisaient des raids à cheval sont arrivés, on a cassé la tête et on a tordu
des cordes entre les arbres, alors le type passe, il est décapité. La technique a été reprise par les troupes ukrainiennes de la Wehrmacht en Normandie. Hein. C'est pour ça qu'on voit toutes les jeeps américaines, il y a une poutre qui est fixée devant le chauffeur pour ne pas qu'il soit décapité. Donc il suffisait, les Russes aussi contre les Mongols, c'est une tactique qui a été choisie. On tend la corde au moment où le cheval passe et le type il valse par terre ou bien il est décapité. Donc ça c'est... alors on va continuer. Ça c'est une autre illustration du même, mais elle est importante parce que la notion de Bourgogne à l'époque, c'est le territoire qui a été occupé par la tribu germanique des Burgondes, hein, qui va être absorbé par l'Empire franc, par le mariage de la fille héritière du territoire du roi Burgonde, Clotilde, qui va épouser Clovis et va le convertir au christianisme. Donc la Bourgogne, ça peut vouloir dire ceci, ce qui correspond à la Bourgogne et à la Franche-Comté, mais une partie de la Suisse romande et de la Savoie. Mais on appellera Bourgondie aussi la Provence, qui est une notion très large, la Provence ou l'Arella. J'ai choisi cette carte parce qu'on voit bien quel est le premier concept de Bourgogne. Alors voilà la raison pour laquelle on a séparé ce que héritent les trois gaillards, là, Charles le Chauve, Lothaire et le troisième, Louis le Germanique, ce sont des bassins fluviaux. Et on voit ici l'Escaut, c'est le bassin de l'Escaut avec la Lys et l'Escaut. Ça fait partie du nord, ça fait encore partie à l'époque de la Francie occidentale. Mais la Francie occidentale reçoit le bassin de la Seine, très clairement, le bassin de la Loire, le bassin de la Garonne et de la Dordogne ici, et là, alors les bassins du Pays Basque, plus la Charente et les petites rivières. Mais la Bretagne ne fait pas partie, parce que ce n'est pas le bassin de la Loire. Et la Normandie va être occupée par les Normands à un certain moment, etc. Mais c'est le bassin de la Seine qui compte. Et effectivement, la Meuse, bassin de la Meuse, il est chez Lothaire, et puis chez Louis le Germanique. Le bassin du Rhin, avec la Moselle, il est aussi du côté de Louis le Germanique. Et tout le bassin du Rhône, avec une partie de la Bourgogne, mais la Bourgogne française, la Bourgogne de la Francie occidentale, elle est sur le bassin de la Seine et de la Loire. Tandis que la Franche-Comté, avec le Doubs et la Saône, fait partie du Saint-Empire, de même que la Savoie, le Dauphiné et la Provence. Mais le Saint-Empire va jusque-là, parce que ce sont des affluents du Rhône. La frontière, c'est à la source des petites rivières inconnues, quasiment, qui sont là. Donc c'est vraiment le bassin fluvial qu'on donne aux trois héritiers de Charlemagne. Et il est important également de noter ici que ça va rester et que les ducs de Bourgogne vont essayer de remembrer tout ça et de prendre le bassin de la Meuse, du Rhin, du Rhône et de reconstituer la Lotharingie. Jusqu'à Charles Quint. Charles Quint va réclamer toujours le retour au Saint-Empire de la Provence, par exemple. Et du duché de Bourgogne. Il va essayer, mais juridiquement, il y renoncera. Malheureusement. Mais pas de la Franche-Comté. Je ne sais pas si c'est là. Oui, donc voilà, ça c'est ce qui se déroule. Hein. Nous avons une haute Bourgogne avec la Franche-Comté, mais à l'intérieur du Saint-Empire, et une basse Bourgogne ou l'Arella avec la Provence. Voilà, donc ça c'est ce qui résulte de... Et voilà, nous sommes à Philippe le Hardi, lui il a ceci, la Flandre avec Malines et Anvers, le comté de Rethel qui est à peu près le département français des Ardennes, ici un peu au sud, la Franche-Comté, la Bourgogne proprement dit, et le duché de Nevers.
Mais la frontière est bien ici, mais pas le long du fleuve, aux sources des petits affluents. On le voit ici, et c'est ça la pointe qui... c'est ce duché de Rethel, mais qui est côté français. Il fait partie de la Francie occidentale et pas du Saint-Empire romain de la nation germanique. Alors, oui. Comment est-ce qu'ils gèrent? Parce que c'est une question, les territoires au Moyen-Âge, ils sont vraiment loin de l'un de l'autre. Comment on gère ça? Ah ben, on nomme quelqu'un de sa famille comme un J'ai fils ou découvert un oncle Parce que ou une sinon- tante, on va nommer... C'est une guerre France contre le comte de Flandre. Ça veut dire au nord et au sud, il n'y a vraiment pas de logistique. Tu veux casser. Non, il n'y a pas de logistique, mais une logistique sur le... Ah bon, oui, mais c'est pour ça qu'ils vont essayer de joindre les deux, et c'est ce que je disais ici, Ah, ah. c'est la suite, les États de par-delà et les États de par-de-ça. Donc les États de par-de-ça, c'est ça. Bon, le Rethel, ben, il ne s'est pas passé grand-chose d'ailleurs dans le Rethel à ce moment-là. Il est retombé dans l'escarcelle de la France tout à fait naturellement, puisqu'il se trouve à l'ouest de la frontière. Donc nous avons affaire à une stratégie dynastique. Ce n'est pas une stratégie nationale, ce n'est pas une stratégie qui est basée sur la langue, ce n'est pas une stratégie qui est basée sur l'ethnie, c'est une stratégie dynastique. C'est M. Philippe le Hardy possède ces terres-là comme si j'avais moi une maison ici à Barvaux, plus ma maison à Bruxelles, etc. Donc je dois gérer les deux, payer les deux impôts, etc. Et il n'y a pas de logistique entre les deux. Mais ça, la logistique, comme tu raisonnes comme quand il y avait des chemins de fer. Et la logistique, ce sont les fleuves. C'est là, par là que par le grand, les grandes, comment dire, le transport de marchandises, le transport lourd des marchandises passe par les fleuves. À l'époque, les routes romaines n'existent plus. On essaye de les reconstituer, ça c'est certain. Ici, il y a une route romaine qui est réutilisée, c'est celle qui va de Bruges à Cologne. Ça, celle-là, elle existe. Puis à Cologne, ben, on suit le Rhin jusqu'à Bâle, parce qu'après, il n'est plus navigable. Encore maintenant, aujourd'hui, on le verra tout à l'heure. Donc l'idée des ducs de Bourgogne n'était pas du tout une idée loufoque, de vouloir rassembler des terres qui n'ont rien en commun, sur le plan ethnique ou linguistique ou autre. Donc, ensuite, quand Philippe le Hardy passe de vie à trépas, c'est son fils qui lui succède, il s'appelle Jean de Nevers, mais on l'appellera Jean sans peur, parce que c'est un bon guerrier aussi. Et lui va épouser Marguerite de Bavière. La Bavière, elle est là. Mais, pourquoi Marguerite de Bavière? Parce qu'une fois de plus, je ne sais pas si c'est la carte suivante, non. Voilà, ici. La Bavière, ce n'est pas uniquement ce vert clair. C'est aussi le Hainaut, qui appartient à la famille de Bavière, la Hollande et la Frise. Et peut-être quelques terres encore à un certain moment en Rhénanie. Donc voilà, c'est encore très disparate, mais la famille de Bavière, eh bien, elle possède tout ça. Et c'est une vieille tante qu'on met au gouvernement du Hainaut, tandis que l'héritier principal du patrimoine bavarois, ben, il sera à Munich. Alors, le Brabant, le Luxembourg, la Bohême, la Silésie, le Brandebourg, tout ça forme les possessions d'une seule famille, la famille des ducs du Luxembourg, qui vont donner les empereurs d'Allemagne, Charles IV, qui fera de Prague la belle ville qu'elle est aujourd'hui. C'est Charles IV, ben c'est un luxembourgeois. Et c'est un empereur lettré qui va créer l'université de Prague, c'est un empereur lettré, mais il est mal vu parce que, regardez ce qu'il a fait, il a vécu en France, à la cour, pour apprendre le français, et alors il est devenu le très bon ami de l'héritier du roi de France, et il lui a donné ceci. Donc il a brisé la frontière sur le Rhône, il a donné le Dauphiné,
parce qu'on donnait le Dauphiné à l'héritier du roi de France pour qu'il apprenne à gouverner. Donc ça aussi, ça répond à ta question. Comment on fait pour gouverner tout ça? Eh bien, on nomme quelqu'un de sa famille, proche, une sœur, une tante, n'importe quoi. On la nomme, hein, Jacqueline de Hainaut, enfin Jacqueline de Hainaut, Jacqueline de Bavière, comtesse de Hainaut, eh ben, c'est une sœur ou une cousine ou une tante de la même chose. Jeanne de Brabant, eh ben, c'est une... Jeanne de Brabant est encore du Brabant, mais elle a épousé Wenceslas de Luxembourg, qui possède ce prénom de Wenceslas, qui est typique de la Tchéquie. C'est un prénom tchèque. Hein, donc de Bohême. Et ainsi de suite. Donc on met quelqu'un de sa famille. Charles Quint fera la même chose. Jusqu'à 1792, l'arrivée des troupes françaises. Ben, c'est chaque fois une cousine ou quoi, de l'empereur qui est celle qui va foutre le feu au palais des ducs de Bourgogne. C'est une vieille dame de 82 ans qui va être gouvernante, mais c'est de la famille de l'empereur d'Autriche. Et puis après, elle sera succédée par Charles de Lorraine, qui lui était un petit peu plus pugnace et un peu plus efficace. Qui a sa statue à Bruxelles, le palais des Beaux-Arts derrière, là, c'est le palais de Charles de Lorraine. Donc voilà, donc Jean sans peur va épouser Marguerite de Bavière, qui possède le Hainaut, la Zélande et la Hollande. Et on l'appellera alors évidemment Marguerite de Bourgogne. Et oui, Guillaume, c'est parce que Guillaume IV de Hollande-Zélande-Frise, de Hainaut, Hollande-Zélande, va épouser Jacqueline de Bavière, qui est une femme combative qui résistera farouchement aux visées de Philippe le Bon, de Jean sans peur et de Philippe le Bon. Donc là, le Hainaut, la Hollande et la Zélande vont résister à l'absorption tant que Jacqueline de Bavière sera comtesse du Hainaut et comtesse de Hollande. Jusqu'en 1433, elle résistera et alors ce sera absorbé par les ducs de Bourgogne. Voilà, là, ça donne ceci, hein, encore avant la prise du Hainaut, mais commencera le Brabant et le Luxembourg vont être absorbés, le Brabant davantage, le Luxembourg un peu moins parce que l'empereur d'Allemagne ne veut pas. Hein, il résiste. Et dans le sud, ça reste tel quel, et voilà. Donc le Brabant et le Limbourg, il faut savoir que le Limbourg n'est pas le Limbourg, la province de Limbourg actuelle. Le Limbourg historique se trouve autour de la petite ville de Limbourg, de Dolin-Limbourg, de Thalheim-Limburg, hein, qui est vraiment sur la frontière linguistique, et on y parle 3 langues. On y parle le néerlandais qu'on parle encore dans les fourrons, à Maastricht et à Valkenburg, dans le sud, dans le Limbourg hollandais, mais ça n'a rien à voir avec le Limbourg belge. Donc le Limbourg est important parce qu'il a une position capitale sur la Meuse devant Liège, qui est rétive au duc de Bourgogne à l'époque. Mais c'est la navigation sur la Meuse qu'on va chercher à contrôler, et que les ducs de Brabant, avant ça, avaient voulu contrôler. Donc, le Limbourg et le Brabant sont dirigés par Jeanne de Brabant, qui épouse Antoine de Bourgogne, le cadet de Philippe le Hardi, et c'est comme ça que quand il mourra, parce que c'est un petit prince falot, c'est un chétif qui n'est pas en bonne santé, hein, on l'a fait épouser Jeanne de Brabant, ils meurent tous les deux, et alors ça revient à l'héritier de Philippe le Hardi, c'est-à-dire à Jean sans peur. Jacqueline de Brabant était donc la veuve de Wenceslas de Luxembourg, qui était le frère de l'empereur Charles IV, qui a créé, a donné à Prague tout son lustre qui existe toujours aujourd'hui. Donc Philippe le Hardi meurt en 1404, c'est donc Jean sans peur arrive à diriger la dynastie, parce qu'il n'y a pas de trône, évidemment. Il n'y a pas de sacre, comme il y a un sacre des rois de France ou des rois d'Angleterre. Et il arrive au pouvoir en 1404.
Marguerite de Bavière va diriger la Flandre au départ d'Arras, donc il va déléguer, lui ne sera jamais présent en Flandre, mais il va déléguer le travail à sa femme, puisqu'elle est parfaitement compétente. C'est une maîtresse femme, donc Marguerite va diriger la Flandre au départ d'Arras. Donc elle va habiter dans l'Artois, mais elle circulera en Flandre. Et Jean sans peur, lui, va rester en Bourgogne. Donc il y aura une entente entre les deux époux pour diriger, évidemment, chacun de son côté, les pays de par-deçà et les pays de par-delà. Oui, mais il est surtout parti par qui fut-il? Donc il est né, il a épousé en 1385 Marguerite de Bavière. Il est le premier qui est bilingue. Il a appris le néerlandais. Et son surnom, il le doit à, je crois que c'était avant, oui, il le doit à une croisade. Bataille de Nicopolis. Oui, et donc il faut savoir qu'en 1389, l'armée serbe, c'était très important dans l'affaire récente de la Serbie et du Kosovo. Donc sur le territoire du Kosovo actuel, enfin de cet État fantoche dirigé par les Américains, il y a eu une bataille, la bataille dite du champ des Merles ou de Kosovo-Polier, et l'armée serbe est écrasée. Le roi Lazare est tué à cette bataille, et les Ottomans ont avancé dans les Balkans. Ils sont ici, et ils sont en Serbie, en partie, ou au Kosovo actuel. Donc il faut porter secours au peuple balkanique. Et en 1396, il y a une armée essentiellement bourguignonne et française. Elle ne recrute pas nécessairement dans nos régions. Et elle va partir en croisade à partir de la Hongrie. Elle va suivre le Danube ici. Et elle va remporter plusieurs batailles avant d'être écrasée par les Ottomans à Nicopolis. Alors, c'était donc un appui à Sigismund de Hongrie, qui est un Habsbourg déjà. Donc, il y a dans le règne de Jean sans peur une importance géopolitique pour la première fois, parce que l'Europe est enclavée. Donc, dans le sud de la Méditerranée est contrôlé par les barbaresques et par les Maures. On ne peut pas circuler en Méditerranée sans risquer de se faire arraisonner et vendre comme esclave à Alger. Les côtes sont ravagées par les pirates barbaresques. Donc on parle, récemment, il y a un livre qui est paru, il y aurait eu 1 250 000 Européens qui auraient été raflés au cours de siècles ou deux pour être vendus comme esclaves sur les marchés d'Alger. C'est un thème qu'on pourrait aborder parce qu'il y a une littérature assez intéressante et elle explique aussi beaucoup la dynamique de la géopolitique européenne en Méditerranée. Mais pire que ça, les Turcs sont arrivés et ont conquis les Balkans. Donc là, on ne peut plus bouger. Il n'y a plus moyen de commercer avec l'Égypte, par exemple, parce que les Arabes d'Égypte étaient tolérants, ils acceptaient les marchands italiens, notamment, et il n'y a plus moyen d'avoir des épices venues d'Inde, et il n'y a plus moyen d'avoir de la soie venue de Chine. Ou des étoffes venues de Chine, on ne connaît pas encore très bien le secret, ça va être acquis rapidement, et on va créer des magnaneries, c'est-à-dire l'élevage de vers à soie, pour fabriquer nous-mêmes de la soie. Mais les Chinois étaient très rétifs pour livrer le secret, mais ça finit quand même par passer. Donc l'Europe est enclavée, donc il est le premier, Jean sans peur, à organiser une croisade pour la désenclaver, parce que le but est d'arriver, et ils y sont tout proches, c'est d'arriver à la mer Noire, et de pouvoir recommercer au moins avec la Perse, et donc avec la Chine. Donc c'est quelque chose d'absolument actuel. Il est le premier à vouloir recréer une dynamique commerciale qu'on peut qualifier d'eurasienne ou de grande continentale. Donc, en Méditerranée, et c'est important de le signaler, ce sont les Portugais qui vont réagir. Donc le Portugal a été créé suite à une croisade qui s'arrête dans le nord, qui était déjà le Portugal, le nord du Portugal actuel. C'est une croisade composée d'Anglais, de Flamands, de Frisons, donc c'est-à-dire des Hollandais et des Frisons, et de Norvégiens.
Et ils vont s'arrêter pour prendre des vivres, de l'eau, etc. Et le roi du Portugal va dire, mais ne vous cassez pas les pieds, n'allez pas en Terre Sainte, c'est trop loin. Vous n'avez qu'à piller Lisbonne ici, je vous donne le trésor que vous prendrez. Parce que les Maures, ils lèvent l'impôt et ils mettent le trésor dans la forteresse de Lisbonne. Et il a dit, ah bon, puisque c'est comme ça, eh bien, on prend c'est d'ailleurs les troupes, les croisés flamands, brugeois, qui vont prendre la ville de Lisbonne et qui vont s'installer évidemment au Portugal pour former l'aristocratie portugaise. Et à l'époque des ducs de Bourgogne, le Portugal va commencer à tirer les fruits de la Reconquista espagnole. Parce qu'en 1212, virtuellement, toute l'Espagne actuelle est reprise. Il reste juste Grenade dans le sud, qui est encore aux mains d'un roitelet maure, de plusieurs roitelets maures. Ça va durer jusqu'en 1492. Et plusieurs autres batailles en 1340 vont faire en sorte que l'Espagne et le Portugal sont totalement libérés de la tutelle maure. À l'est, l'expansion turque donc va commencer et c'est elle qu'il voudra. Donc voilà, ici, c'est une carte plus claire qui explique. D'abord, vous voyez ici, ça c'est déjà la Valachie, c'est la Roumanie. Elle va être conquise, elle est encore indépendante, mais elle va être conquise par les Turcs. Et ne sera indépendante qu'en 1861. Et ici, c'est la Bulgarie actuelle et une partie de la Serbie, pas le nord, mais le sud, avec le Kosovo, etc. Vous voyez ici l'expansion turque, ottomane, dans les Balkans. Et alors, je crois qu'il y a, voilà, exactement, ils ont commencé par avoir ceci, moins Byzance. Byzance ne tombe pas, mais c'est un petit îlot. Mais ils ont conquis, dans un premier temps, tout ceci, puis ceci, puis la Grèce, et cette partie-là, suite au désastre de Nicopolis. Donc, Jean sans peur veut libérer le Danube qui est le principal fleuve d'Europe, on oublie très souvent, ici on parle du Rhin, du Rhône, de la Seine, etc. Le principal fleuve de l'Europe, c'est le Danube, et il y a une fontaine créée par les papes à Rome, qui montre les 4 continents, avec les fleuves principaux. Les continents sont représentés par une statue représentant le fleuve. Pour l'Europe, c'est le Danube. Pour l'Amérique n'existait pas encore, mais pour l'Asie, c'est le Gange. Et pour l'Afrique, c'est le Nil, etc., etc. Donc, il faut libérer le Danube. Il ne faut pas oublier que Jean sans peur est à moitié bavarois. C'est son fils Philippe le Bon est à moitié bavarois, mais lui, son épouse est 100% bavaroise. Et donc, pour les Bavarois, évidemment, que devait faire Louis le Germanique après le partage de Verdun? Reconquérir le Danube, la mission est toujours la même. Même des années après, les ducs de Bourgogne voudront reconstituer la Lotharingie. Jean sans peur, dans la lignée de Louis le Germanique, va vouloir reconquérir le Danube jusqu'à la mer Noire. Bon, ça va échouer, parce que la puissance militaire turque à l'époque est vraiment considérable, bien plus disciplinée que le style militaire de l'Europe occidentale. C'est comme ça qu'ils se font piler à Nicopolis, c'est-à-dire c'était une belle charge, mais les Turcs ont encerclé avec les archers, etc. Discipline militaire, les janissaires déjà, etc. Gérard Chaliand est mort récemment, à un âge assez canonique. C'était le grand professeur de l'école militaire en France. Il avait composé plusieurs anthologies de la stratégie, et vous avez un chapitre sur la bataille de Nicopolis et puis celle de Varna après, qui sera sur la côte de la Bulgarie en 1444, juste avant la chute de Constantinople, et il montre l'indiscipline des troupes européennes, et on verra qu'à partir de Charles le Téméraire et de Louis XI, on va tirer les leçons de Varna et créer les Hongrois vont faire la même chose, on va créer des armées beaucoup plus disciplinées et beaucoup mieux structurées. Après, nous avons aussi, c'est là, cette opération et cet échec
de la bataille de Nicopolis explique aussi l'obsession de Philippe le Bon de créer un ordre dans la Toison d'Or, puisque la Toison d'Or, c'est une légende des Argonautes dans la mythologie grecque qui se déroule dans la mer Noire et qui a pour objectif d'arriver en Colchide, c'est-à-dire en Géorgie actuelle. Donc on a l'intention évidemment de faire de la mer Noire une mer qui soit soustraite aux Ottomans et aux Tatars de Crimée, qui sont dans le nord à cette époque-là, et donc c'est l'idée de Colchide. Retrouver la Colchide, parce que c'est la porte ouverte sur la Perse. Et il y a un mythe persan qui persiste pendant tout le Moyen-Âge et même après. Alors, Jean sans peur va donc mener cette armée, ce sera le désastre, je le répète, il est pris prisonnier. Mais le sultan se dit, ben, je peux tirer une bonne rançon de ce prince très important en Europe occidentale, et il va exiger, les unes sources disent 700 kilos d'or, et les autres disent 200 000 ou 300 000 ducats. Hein, on ne sait pas très bien, les sources varient, mais les 700 kilos d'or, c'est Bruges et Gand qui vont les payer. Donc Bruges et Gand avaient suffisamment d'argent pour se dire, oui, on peut se débarrasser de 700 kilos d'or, ce qui est énorme. Et alors, la légende dit, et ça c'est amusant, le sultan exige en plus de 700 kilos d'or 2 faucons d'Islande. Et alors, les 2 faucons d'Islande, ce sont les pêcheurs de Dunkerque, qui vont aller les chercher, qui vont les ramener, les deux oiseaux vont traverser toute l'Europe, il aura ces 2 faucons et il va libérer Jean sans peur. Alors, que se passe-t-il évidemment en France à l'époque? C'est ce qui va expliquer la mort de Jean sans peur. Donc, Philippe le Hardi et Jean sans peur, puisqu'ils appartiennent à la famille régnante de France, vont être nommés régents de France, parce que Charles VI, qui est le roi de France, il est gaga, il est incapable de gouverner son pays, il faut des régents. Mais son frère cadet va dire, oui, mais c'est pas à vous de régenter la France, c'est à moi, puisque je suis le frère cadet du roi, qui est, lui, qu'on peut envoyer dans un couvent, puisqu'il n'est plus capable de gouverner. Et alors Louis d'Orléans va réclamer le trône de France pour lui, mais Jean sans peur va le faire assassiner. Et à partir de ce moment-là, toute l'histoire de la Bourgogne va être une tragédie shakespearienne carrément entre la famille de France, en fait. Il y aura 2 camps qui seront irréconciliables. Il l'assassine quand même, peut-être dire que c'est quand même pas sans raison. Hein. Non, c'est pas ça, évidemment, de toutes Parce les que façons. Louis d'Orléans, il voulait aussi tout régenter et prendre la place de son frère. Hein. Ah oui, bien entendu. Oui, mais ça, c'était la baisse, je te dis, c'est une tragédie shakespearienne pour le pouvoir qui va se poursuivre jusqu'aux guerres franco-allemandes du XXe siècle, hein, puisque l'enjeu, c'est quand même encore, pour certaines guerres franco-allemandes, à chaque coup, c'est l'enjeu, c'est une partie de la Lorraine et une partie de l'Alsace, hein, plus la zone interdite en 1940, etc. Donc ça va continuer à se poursuivre jusqu'au XXe siècle. Comme quoi ça aurait tout changé si Charles avait pu réussir. Évidemment. Et on aurait eu la paix. Mais bon, Philippe le Hardi, maison des rois de France, Jean sans peur aussi, mais il y a le conflit qui éclate après la mort de son père, après la mort de Philippe le Hardi. Philippe le Bon, lui, voudra pendant toute sa vie la réconciliation. Hein, il dit c'est la fin de la guerre de 100 ans, il faut mettre un terme, on va se réconcilier, on va unir tous nos avoirs, etc. Mais Charles VII, le fils de Charles VI, et le frère évidemment de Louis d'Orléans, Charles VII ne veut pas. Rien à faire, lui, il est irréconciliable, il veut venger Louis d'Orléans. Et Louis XI, le dauphin, lui va se disputer avec Charles VII, son père, il va se réfugier à Bruxelles, en exil. À Genappe. Oui, à Bruxelles aussi. Surtout à Genappe. À Bruxelles. On lui a donné Genappe avec des sous. Ah oui, plein Genappe, de sous. oui, au Brabant. Genappe, oui. oui. Plein de sous, il reçoit plein de sous.
Mais il va trahir évidemment les ducs de Bourgogne après. Il vit en exil à Bruxelles, il est contre son père, et la duchesse, à ce moment-là, c'est pour ça que les duchesses sont beaucoup plus importantes que les ducs, parce qu'elles ont une formation intellectuelle beaucoup plus poussée que les ducs. Déjà Jacqueline de Bavière, il faut savoir qu'il était tellement reconnaissant envers son épouse, Jean sans peur, qu'il avait fait le plus beau bouquin d'enluminure, parce que ça c'est aussi une partie de l'héritage culturel dont je ne parlerai malheureusement pas. Il avait fait des enluminures sur Jacqueline, un bouquin sur Jacqueline, et il le portait toujours sur lui. Sur Marguerite. Jean sans peur et Marguerite. Oui, Marguerite de Bavière, pardon. Et il va mourir et son sang va tacher le manuscrit, l'enluminure, au moment où il sera assassiné par les sbires de Charles VII. Par les sbires de Charles VII, parce que donc il y a deux meurtres. Il y a Louis d'Orléans assassiné par Jean sans peur assassiné par Charles VII qui venge son père. Et Philippe qui essaye là, évidemment, mais qu'est-ce qu'ils font, que font les Français ici? Bon, la duchesse de Bourgogne donne de l'argent à Louis XI qui va la trahir, mais Charles VII donne de l'argent à l'entourage de Philippe le Bon, hein, les de Croÿ notamment, pour lui fournir des maîtresses. C'est vraiment shakespearien. Hein, pour lui fournir des maîtresses, mais Isabelle, elle, s'en fout. Isabelle de Portugal, qui bon, a beaucoup plus de sang anglais que portugais, puisque les familles de Portugal sont très liées aux grandes familles aristocratiques anglaises. Elle descend d'Édouard III ou Édouard IV, je ne sais plus. Oui, elle descend des rois d'Angleterre. Petite fille des rois d'Angleterre. Donc, Charles le Hardi, dit le téméraire, lui, va s'opposer pendant ce séjour à Bruxelles. Il finira par s'opposer à Louis XI, ce qui va perpétuer évidemment la tragédie shakespearienne entre les membres de ces familles qui sont désormais dissociées, mais qui au départ appartiennent aux Valois, à la même famille régnante de France. Alors il va se dire, il va falloir rejoindre les possessions de mon père, il va falloir les rejoindre. Ah oui, ça c'est une illustration aussi que je disais, voilà la famille du Luxembourg, le Brabant, le Luxembourg, et puis toute la Bohême et la Silésie. Les Habsbourg, qui sont plus modestes, et les Bavarois, qui ont le Hainaut, la Hollande, la Frise, etc. Donc ça c'est une autre illustration, c'est dynastique. Et voilà ce qu'il va vouloir faire, c'est-à-dire joindre le Luxembourg à la Franche-Comté et à la Bourgogne par la Lorraine et par les évêchés, parce que tout ce qui est en Achurée, ce sont des terres d'église. Comme Liège est une terre d'église. Et ici, les évêchés de Metz, Toul et Verdun sont des évêchés lorrains, et la terre de Luxeuil est une terre ecclésiastique. Il faut aussi aller à Luxeuil et voir ce qui reste. Maintenant, ils sont en train de faire des fouilles. C'est un centre qui existait déjà du temps des Celtes pour les eaux, c'est Luxeuil-les-Bains. Les Romains ont installé leurs bains dessus, en ont fait une ville assez importante, et on est en train de fouiller. Là, plus tard, Saint-Colomban viendra d'Irlande pour évangéliser la région, mais pas sur le catholicisme tel qu'on le connaît maintenant, mais un catholicisme plus monacal et plus dynamique. Et Saint-Colomban va fonder un couvent qui est toujours là, et chose très curieuse, dans ce tout petit patelin, parce que cette ville est réduite aux dimensions d'un village, il y a juste un petit bistrot où je prenais mon café avant de poursuivre la route, et vous voyez la statue de Saint-Colomban, des maisons du XVIe siècle, etc. Et il y avait une librairie où on trouvait absolument tous les journaux les plus pointus, y compris de notre mouvance, dans donc ça veut dire que les moines et les chercheurs qui étaient là venaient acheter des revues. Parce que pas dans ce village perdu,
qu'on va s'abonner, je sais pas moi, au Spectacle du Monde ou à d'autres revues plus connues. Robert, territoire, comment tu appelles ça en français? Territoire église, hein? Ecclésiastique. Ecclésiastique, oui. Est-ce que ça veut dire Vatican? C'est Rome, Vatican? Non, ce sont les évêques locaux et les archevêques locaux. Ici, Liège, c'est Cologne. Hein. Le Luxembourg, etc., c'est Trèves. Hein. Et les Paris-Metztoul, Paris-Toul, Verdun, c'est probablement Trèves aussi. Excusez-moi, évêque in het Nederlands? Bisschop. Ah ja, oké. Ou aartsbisschop, hein, voor Keulen en Trier. En, il y a ici, l'archevêché, ce n'est pas Malines encore, c'est Cambrai. Kamerijk, hein, ou Kamrich en allemand. C'est Cambrai qui fait toute l'ancienne Civitas, donc la sous-province romaine des Nerviens. Hein, donc... Nerviens, c'est Assen. Assen. Qui? Assen, de gemeente Assen, boven Brussel. ja, Moi, je suis né à Assen. hein? Oui, et... Les Nerviens ont vécu là. Oui, c'est ça, oui. Et donc, il existait quelque chose comme la civitas, donc une forme d'organisation romaine sous la province. Ici, c'est la Germania inférieure. Et à l'intérieur de la Germania inférieure, il y a la Civitas Nerviorum, la cité des Nerviens, la Civitas Eburonorum, des Éburons, la Civitas ici c'est les Trévires, et ça porte encore le nom celtique, évidemment. Et après, les subdivisions de l'Église seront toujours les subdivisions romaines, indépendamment de ce qui se passe ailleurs. Donc ici, Liège, c'est à peu près les Éburons. Et voilà. Tongres. Oui, mais les Éburons, la tribu majeure après l'élimination des Éburons par César, ce seront les Tongres. Tungri ou Tungrorum, avec une légion aussi. La Legio Tungrorum. Mais Tongres ne fait pas partie des Éburons au départ. C'est pas... Oui, mais les Éburons sont éliminés, mais on ne sait pas si c'est les Éburons ou les Aduatiques, puisque en latin c'est Aduatuca. Et après ça devient la ville des Tongres. Mais le premier terme c'est Aduatuca, donc les Aduatiques, qui sont dans la vallée de la Meuse et de la Sange. Donc ici, ramenons il veut donc réconcilier. Oui, parce qu'en fait, ce que tu n'as pas signalé, là, c'est que... Je ne peux pas tout signaler. Oui, Philippe le Bon a quand même aussi récupéré le comté de Namur, Oui. le duché de Luxembourg, et donc du coup, le Brabant, tout le Brabant, qui remontait en Hollande, et donc il n'y avait plus que ce petit coin-là pour Charles... Enfin, ce petit coin. L'espace-là est arrivé après, quoi. Oui, Liège, ils vont le contrôler en mettant un membre de leur famille à la tête du David de Bourgogne. Oui, c'est ça, en tant que prince-évêque de Liège. Ouais. Et puis alors, le Luxembourg, il est absorbé parce que l'empereur n'y voit plus d'inconvénients. Et puis, ils vont vouloir reconstituer, et puis passer par la Suisse, faire alliance avec la Savoie et déboucher sur la Méditerranée. C'était ça l'objectif. Hein, donc, il formule ce rêve lotharingien. Alors évidemment, Louis XI se dit, s'il fait ça, je suis cuit. D'où la lutte qu'il y aura entre Louis XI et Charles le Hardy après ça. En troisième noce, il va épouser Marguerite d'York, donc une Anglaise qui se sent complètement exclue d'Angleterre suite à la guerre, donc après la guerre de 100 ans. À la fin de la guerre de 100 ans, les Anglais sont encore partiellement victorieux avec, que je ne dise pas de bêtises, c'était le 5e du nom, Henri V. Donc après Henri V, il y a une guerre civile entre la guerre des deux roses en Angleterre, la rose blanche et la rose rouge. Donc en fait, toute la vieille aristocratie normande d'Angleterre va disparaître, et ceux qui obtiendront la victoire après seront les Tudors, c'est-à-dire une famille galloise, alors que les Gallois s'étaient toujours opposés à la tutelle anglaise,
mais les Tudors vont devenir plus anglais que les Anglais avant eux, hein, et ils vont discipliner tout le monde, et le côté désagréable de l'Angleterre naîtra avec les Tudors d'ailleurs. Parce qu'avant, bon, ben, ils sont liés à l'Europe, et les Tudors vont rompre les ponts, ils n'ont plus de lien avec les Normands, ils n'ont plus de lien avec l'Europe continentale. Et que va faire Marguerite d'York? Ben, elle va prendre sous sa coupe de manière très maternelle, ça c'est une belle partie de l'histoire, c'est qu'elle ne va pas être une marâtre pour Marie de Bourgogne, la petite Marie de Bourgogne qui est orpheline très tôt. Elle va la prendre et les deux femmes vont s'entendre, je dirais comme larron en foire, elles auront la passion de l'équitation et de la chasse. Ce ne sont donc pas des femmes qui se consacrent à la broderie, etc. Elles ont un tonus physique qui est assez remarquable. Et quand on dit dans la cancel culture, chez les woke et chez les féministes actuels, que la femme était soumise au Moyen-Âge, ben, il suffit de lire le XVe siècle, c'est plutôt arrivé après. Mais à cette époque-là, pas du tout. Et bon ben, Marie de Bourgogne, après la mort de son père, qui va échouer en Suisse ici, il va devoir se retirer, la Lorraine va se révolter, et il va périr à Nancy, enfin autour de Nancy. Il va périr le 5 janvier 1477. C'est Nancy, hein, c'est dans Nancy même à l'heure actuelle. Et alors, oui, mais on voit l'endroit, maintenant il y a le mur, l'ancien mur de Nancy, on le voit très bien. Et bon, elle va se retrouver seule et Louis XI va envahir essentiellement jusque dans le Hainaut, etc., menaçant, il n'y a plus d'armée. Alors, que va dire Marguerite d'York? Ben, je ne peux plus appeler un prince anglais puisqu'il n'y a plus rien de beau qui sort de l'Angleterre. Donc tu vas épouser le fils de l'empereur, Maximilien, l'empereur Frédéric III qui avait résisté, qui avait réchigné à toutes les opérations bourguignonnes sur le territoire du Saint-Empire. Mais le fils Maximilien qui est jeune, qui n'est pas encore orphelin, hein, Frédéric III va vivre, et Marguerite d'York va lui envoyer 100 000 ducats pour qu'on lève une armée en Rhénanie, dans le nord de l'Allemagne, et puis ils vont arriver, et l'armée de Louis XI va être complètement battue ici, dans le nord de la France, et il va récupérer, ah non, ça c'est autre chose, pardon. Il va récupérer l'Artois, la Flandre et la Franche-Comté. Évidemment, il devra renoncer à la Bourgogne, puisque la Bourgogne est terre française. Elle est de l'autre côté de la frontière, et la Picardie. Là, on va céder la Picardie, heureusement, parce que sinon Macron aurait été... Enfin, ça c'est une plaisanterie. Donc là, nous avons ce que l'historien Hommel, je dois dire, c'est un luxembourgeois. Au début, il est sujet grand-ducal. Il va acquérir la nationalité belge dans les années 20 ou 30. Et ce brave Luc Hommel va être, comme un certain Léon de Grelle, membre de l'Action catholique de la jeunesse belge. Mais il va créer le mythe bourguignon, c'est sa passion, en même temps que d'autres. Luc Hommel va créer le mythe bourguignon, mais il ne suivra pas de Grelle, puisqu'il sera nommé secrétaire principal de son adversaire Paul van Zeeland aux élections de 1937. Donc Luc Hommel va pouvoir poursuivre sa quête sur l'histoire de Bourgogne après la Seconde Guerre mondiale, mais ça n'intéressera plus personne puisqu'on n'osera plus en parler à cause de l'utilisation de son œuvre à lui et de l'œuvre d'un certain Paul Colin sur les ducs de Bourgogne. Et ça va être exploité pendant l'occupation, justement aussi, pour reconstituer une partie du moins la partie nord, enfin la Lorraine et la Bourgogne, avec effectivement la complicité de certains Lorrains et de certains Alsaciens. Je peux t'envoyer d'ailleurs, parce que c'était une coopération entre intellectuels flamands, wallons, allemands, et l'allemand était d'origine liégeoise, Petrie, qui est le père de la théorie de l'histoire de la frontière linguistique, ça reste Petrie, et beaucoup d'Alsaciens et même des Francs-Comtois vont travailler à
ce projet qui ne s'appelait plus le projet bourguignon, partiellement seulement, mais le projet de Westreich. Puisqu'il y avait le Österreich, qui était l'Autriche, et il devait y avoir un Westreich, distinct évidemment du reste de l'Allemagne, distinct de l'Autriche forcément par l'éloignement linguistique. Et l'idée de Westreich, j'ai travaillé sur la traduction d'une histoire de la Lorraine, enfin sur l'auteur de la traduction d'une histoire de la Lorraine. On verra que ce n'est pas aussi simple. Il y a des gens qui peuvent passer pour de bons démocrates chrétiens, qui vont être brûlés, et d'autres, et ainsi de suite. L'histoire de l'Alsace, sur ce plan-là, est loin d'être simple. Donc ça, je peux envoyer à ceux que ça intéresse l'histoire de cette figure alsacienne qui a coopéré avec beaucoup de docteurs honoris causa de Louvain et de Gand, qui étaient quand même grillés, mais on ne leur a pas tenu rigueur. Donc Petri a été un espion allemand avant la guerre dans les années 30, et Maurice de Wilde parle très bien, il est interviewé. Petri est interviewé et il avoue, bon ben voilà, on faisait de l'espionnage et on noyautait, ce qui correspond au KVAV aujourd'hui, donc à l'association étudiante. On l'a noyauté à Louvain, on avait beaucoup de membres. Bon, et puis Petri devient Kulturreferat, c'est-à-dire attaché culturel pendant la guerre. Et après la guerre, il retourne à Cologne. Et puis alors on le rappelle, il est nommé docteur honoris causa à Louvain et consul de Belgique à Cologne. Donc il y a quand même des destins qui sont assez extraordinaires. Et tout ça, évidemment, vient de ce qu'on a voulu reconstituer sous l'appellation de Westreich. Alors c'est la fusion entre les possessions des Habsbourg en Autriche, dans le sud de l'Allemagne, et les possessions bourguignonnes. Elles fusionnent, comme la Bourgogne et la Flandre avaient fusionné sous Philippe le Hardi. Maintenant, on a un ensemble beaucoup plus grand. Et alors, on se dit, oui, mais Louis XI est toujours là, plus ses successeurs, et ils viennent nous emmerder. Régulièrement, il y a des invasions et des pillages français. La ville d'Arras est la première visée, c'est elle qui a été la plus souvent pillée et brûlée. La Franche-Comté subit également des attaques régulières. Donc il dit il faut fusionner plus loin, il faut les encercler. Donc on va donner le fils de Marie de Bourgogne, le petit Philippe, Philippe le Beau, ou Felipe el Hermoso en Espagne. On va le marier avec la seule fille unique des rois d'Aragon et de Castille. Enfin du roi d'Aragon et de la reine de Castille, Isabelle et Ferdinand, qui ont parachevé la Reconquista et sont rentrés à cheval dans Grenade. La reine elle-même, hein, à cheval aussi, c'était pas non plus une femme qui se contentait de faire de la broderie. Et ils reçoivent les clés de Boabdil, enfin, c'est le nom qu'on lui a donné, donc le dernier roi mort, et puis on va l'accompagner, et il va quitter Grenade, il va monter sur la montagne, on peut encore le faire aujourd'hui, je l'ai vu. Il va se retourner une dernière fois pour voir les murs de Grenade, et l'endroit s'appelle le soupir du mort, El Sospiro del Mauro. Et alors il va descendre vers Motril, où le roi Baudouin avait sa villa. Il va descendre vers Motril, on va le mettre sur un bateau, et il a dit maintenant tu t'en vas. Mais comme il était plutôt, bon, il ne s'intéressait pas trop aux femmes. Sa mère, quand il est arrivé, tu as perdu le jardin d'Andalousie. Elle a appelé deux gardes et elle a fait étrangler son fils. Ah oui, parce qu'il était homosexuel et parce qu'il avait perdu l'Andalousie. Bon. Elle n'a eu aucune pitié. Donc même là-bas, c'était des maîtresses femmes qui étaient au pouvoir aussi. Mais là, définitivement, toute l'Espagne fait désormais partie de l'orbe européenne. Donc, et là, ça c'est justement ce Luc Hommel qui va dire, après la fusion Bourgogne-Habsbourg, on va procéder à la fusion Bourgogne-Habsbourg-Castille-Aragon. Mais l'Aragon, c'est aussi l'Italie du Sud, on l'oublie, et même des possessions en Grèce. Hein, parce qu'il y a une avant-garde, les pires soldats de l'époque, c'était pas encore les lansquenets allemands, c'était
les Aragonais qu'on envoyait jusqu'en Turquie. Hein. Ils sont rentrés jusqu'en Turquie, jusqu'en Anatolie c'était des troupes. Il y avait partiellement aussi des gens d'Allemagne du Sud et des Alpes, puisque le chef, c'était, les Italiens l'appellent Giorgio Fiore, donc Georges Lafleur, Jochen Blum en allemand, et en espagnol, c'était Jorge Flor. Hein, donc, il avait 3 noms, comme les gens avaient tous 3 noms à l'époque, selon le lieu où ils habitaient. Donc on parle de la Grande Alliance, la Grande Alianza, qui va être bien étudiée par les historiens espagnols, y compris nos amis. Et alors c'est là que je vais te céder la parole, parce que ce qu'on oublie de dire, c'est que toute cette époque, surtout celle de Philippe le Beau, de Charles le Hardy, puis même de Marie de Bourgogne, c'est la promotion des arts, de la musique et du livre richement illustré. Les heures de Jean Sampierre, le bréviaire pour Marguerite de Bavière, hein, qui avait sur lui, je disais, quand il a été assassiné. Alors, c'est les débuts, c'est ce qu'on appellera les fastes de Bourgogne, sur lesquels il faudra parler, mais je vois que Chris a préparé quelque chose, d'après ce que je lui ai dit hier ou ce matin. Voilà, Guillaume Dufay, ben voilà, c'est le moment d'en parler brièvement. C'est pour moi le summum de la musique européenne qui a éclos ici dans nos provinces sous les ducs de Bourgogne. Et très curieusement, j'ai parmi les rédacteurs du bloc, des blocs que je dirige, il y a un ours mal léché qui vit quelque part dans un bled perdu en Auvergne. C'est un professeur de français très pointu, un français, qui est imbuvable et qui critique les gens de manière épouvantable. Alors le brave Institut Iliade a fait un article sur la musique romantique. Alors lui dit non, c'est pas ça, c'est la musique dont Chris va vous parler tout à l'heure. Et quelque part, il a raison. Et aussi, j'ai été un grand amateur de Beethoven, etc. Mais quand j'ai découvert cette musique-là, c'est autre chose. Et là, l'ours du fin fond de l'Auvergne a raison quelque part, et Chris va vous expliquer pourquoi. Voilà. Bourgogne culturelle et musicale. Parce que ça, je répète une chose, si on veut comprendre un peuple, j'ai ça avec la Russie, par exemple, et c'est Confucius qui l'a dit. Tu veux comprendre un peuple, il faut écouter sa musique. Je vais abréger parce que j'ai dit déjà l'essentiel, on peut en parler dans le débat, mais je vais me concentrer maintenant sur le rôle d'Isabelle de Portugal. Voilà. Donc, alors je coupe ça et je te remets. Il faudrait réapprendre aux gens de réécouter. Réécouter sont, ça. Voilà, oui, ils sont oui. tellement imprégnés du bruit de maintenant que c'est difficile pour eux d'entendre ça. Oui. Mais c'est ce que disait notre ami d'Auvergne, là, qui est acariâtre, donc il a envoyé un article élogieux et un article massacreur en même temps hier sur Facebook. Tu pourras lire. Mais ses remarques sur la musique sont tout à fait exactes et malheureusement, je crois que certains parmi nous ne l'ont pas compris ou ne le connaissent tout simplement pas. C'est ça, hein, comme tu disais, c'est resté très peu connu. Seuls les Anglais ont produit des CD en abondance, à l'époque des CD même bon marché, où tout c'est du failli et tout ça, on trouvait tout. Mais voilà. Donc alors, j'ai parlé de l'assassinat à Montereau de Jean sans peur, avec Philippe le Bon qui est tenaillé entre la vengeance et la réconciliation, mais Charles VII ne veut pas. Alors quel a été le rôle d'Isabelle de Portugal? Isabelle de Portugal
constatait que Charles VII ne voulait pas de réconciliation, donc il fallait se défendre contre ses intentions, qui ne pouvaient être que mauvaises. Alors, elle est en faveur de l'alliance anglaise, mais elle se rend compte que le contexte à l'époque est très difficile. La France est victorieuse de la guerre de 100 ans, et ça c'est l'argument de Philippe le Bon. La France, qui est notre mère patrie, puisque c'est un membre de la famille royale de France, elle a gagné, donc il faut se réconcilier avec elle. Mais oui, il va d'abord avoir gain de cause. La réconciliation aura lieu par le traité d'Arras. Donc Philippe le Bon, lui, veut amplifier et pérenniser cette réconciliation qui est inscrite dans les clauses du traité d'Arras de 1435. Mais ce traité d'Arras sera simultanément l'instrument du redressement de la France, qui en 1438, donc 3 ans après, va décréter ce qu'on appelle la première pragmatique sanction. Il y aura d'autres pragmatiques sanctions au cours de l'histoire. Donc une pragmatique sanction, c'était on résout un problème par des considérations qui sont purement pratiques ou pragmatiques. Donc il y a une église nationale gallicane, donc l'église de France est contrôlée par le roi, ce qui fait un scandale à l'époque parce que le pouvoir royal n'était pas habilité à intervenir dans les affaires de l'église. Mais se crée la taille royale, surtout sous Louis XI, la taille royale qui est une fiscalité moderne qui permet une armée permanente. Et une armée qui va être dressée pour faire la guerre, une armée de métier, et pas simplement un recrutement de bons hommes dont on ne sait pas quel va être le comportement sur le champ de bataille ou quelles sont les capacités techniques qu'ils ont. Bon, cette armée permanente, elle est déjà calquée sur la Yeomanry anglaise de Henri V, qui a créé des unités d'archers qui ont vaincu à Azincourt. Alors, c'est la modernisation de la chose militaire, et nous aurons, nous, les compagnies d'ordonnance. Il n'y a qu'un élément dans le folklore qui rappelle l'existence de ces compagnies d'ordonnance, c'est lors de la procession du 500 à Bruges, défilent une vingtaine, une trentaine de bonshommes déguisés en fantassins des compagnies d'ordonnance. Les compagnies d'ordonnance avaient donc de la cavalerie, et de l'infanterie et des arbalétriers essentiellement. Donc Charles le Hardi va créer les bandes d'ordonnance et voilà, donc ça c'est la modernisation de la chose militaire. En 1453, nous allons donc Isabelle de Portugal, Paris encore sur l'Angleterre, malgré la guerre civile qu'il y a en Angleterre. Alors, il faut savoir que cette duchesse, Isabelle de Portugal, ou bien les Anglais l'appellent aussi Isabel of Burgundy, Isabelle de Bourgogne, Isabelle de Portugal a un avantage intellectuel certain, parce qu'elle est la sœur du prince Henri du Portugal, qu'on appelait Henri le Navigateur. Et Henri le Navigateur va créer l'école de Salès au Portugal qui va étudier toutes les questions de la marine parce qu'il se dit on est bloqué en Méditerranée, les Espagnols ont beau faire tout ce qu'ils veulent, enfin les Aragonais peuvent faire tout ce qu'ils veulent dans le bassin oriental ou le bassin occidental de la Méditerranée, sont des guerres coûteuses et de longue durée. Donc nous on va contourner l'Afrique et c'est Henri le Navigateur, pardon pas Salès mais Sagres ici. Son école est là, elle va étudier la possibilité de contourner l'Afrique. Mais la difficulté, c'est les alizés. Donc quand on part du Portugal ou de l'Espagne vers le sud, les vents vont souffler de ce côté-là, mais une fois qu'on atteint l'équateur, hop, ils soufflent dans l'autre camp. Donc il faut apprendre à maîtriser les voiles d'un navire pour faire face à ce problème, je dirais, climatique. Mais on voit ici, oui, déjà très tôt, 1434, 1418, etc., vous avez la progression jusqu'en 1456, à l'époque d'Henri le Navigateur, vous avez déjà
un premier contournement de la côte de l'Afrique, et plus tard, le Portugal va la contourner et va tomber sur les musulmans dans le dos, dans l'océan Indien, et gagner la bataille. Donc, elle est la fille de ce prince qui est le créateur de la géopolitique européenne, en quelque sorte, hein, avant la lettre. Donc, c'est une princesse bien formée intellectuellement. Et le problème que j'ai déjà évoqué aujourd'hui, c'est celui de désenclavement. Il faut donc désenclaver l'Europe pour retrouver la route des épices. Bon, alors, les Européens sont obsédés par les épices à l'époque, parce que, et surtout les familles aristocratiques, parce que qu'est-ce qui s'est passé du temps de Charlemagne? Charlemagne va faire pression sur la Catalogne actuelle, pression sur les Arabes d'Espagne, et bon, il va susciter la crainte. Ils ont peur de perdre l'Espagne, donc on va l'amadouer. Et le sultan de Bagdad va faire envoyer des sacs et des sacs d'épices différentes qui vont terminer à Aix-la-Chapelle, dans une petite rue. L'endroit est toujours signalé, il a été détruit pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais il y a toujours une plaque. Et il va envoyer des épices, puis il va donner comme cadeau un éléphant, une girafe, 2-3 zèbres, et ça va attirer les gens à Aix-la-Chapelle, parce que bon, attirer la cour de l'empereur, ça n'intéresse pas trop, et puis ça ne doit pas être, ça doit pas être très confortable. Mais aller voir un éléphant, ça oui, ça fait le déplacement, parce que ça vaut la peine. Et l'éléphant va mourir 8 ans après dans une campagne contre les Saxons dans le nord de l'Allemagne. Il va mourir de froid. Bon, yes, oui. Et alors, il rend des girafes, etc. Et alors, il va rétablir quelque chose qui existe toujours et qui vaut la peine d'aller voir si on aime ça. Moi, je ne supporte pas l'odeur du chlore, donc je n'y ai pas les pieds. C'est les termes que les Romains, déjà les Celtes, les Ébusons avaient des sources chaudes. C'est quand même une zone volcanique, hein, Spa aussi, Spa pétillant, chaud-fontaine. C'est que le sol est volcanique, il y a de la lave en dessous. Toute la Rhénanie, il y a de la lave. Aix-la-Chapelle, il y a de la lave qui chauffe l'eau qui sort de sources chaudes. Et Charlemagne va reconstituer tout ça, et ça existe toujours. Et vous pouvez passer une journée pour 15 € dans ces thermes qui sont les plus vieux, qui sont d'un luxe inouï. Alors en Belgique, si vous avez quelque chose d'équivalent mais qui est artificiel, on va vous demander 40 ou 50 €. Là, c'est 15 € et un parking, tout y est, encore aujourd'hui. Et ce sont les thermes de Charlemagne, le Carolus. Et donc, pourquoi est-ce que je parlais de ça? Oui, il y avait des épices, et Charlemagne reçoit les sacs d'épices qu'il va confier à sa cuisinière et maîtresse, qui est une certaine Mathilde, qui va accommoder tous les gigots et toutes les pièces de toutes ces épices, parce qu'il y en a des tonnes, donc on les broie finement, et les seigneurs reçoivent un mets bien épicé, et il y a la nostalgie des épices, donc on les fait venir, puis les Turcs vont bloquer les routes des Vénitiens, les routes des Génois, etc. Et alors il y a l'obsession, c'est de retrouver les épices. Et ce sont les Hollandais, les Portugais, et après eux les Hollandais, qui vont contourner l'Afrique et aller les chercher directement en Inde, une Inde qui n'est pas musulmane, sauf le Gujarat qui a été conquis. C'est là au Gujarat, donc la patrie du président actuel de l'Inde, de Modi. Et il a commencé sa carrière au Gujarat en tentant d'éliminer toute présence musulmane. Mais c'est en face des côtes du Gujarat que les Portugais ont battu à plate couture les flottes musulmanes. Puis il y a eu une guerre pour la corne de l'Afrique, où le fils de Vasco de Gama, qui a contourné l'Afrique, va tomber à la tête d'une compagnie portugaise qui était venue soutenir les Éthiopiens. Mais les Ottomans vont envoyer des Albanais, et le pauvre fils de Vasco de Gama va être tué dans une bataille en Éthiopie. Donc voilà, ça c'est la notion de désenclavement. Bon, la Reconquista, mis à part Grenade à l'époque, elle est virtuellement achevée. Donc, quels sont les deux autres axes d'un désenclavement en Europe? C'est deuxièmement en Russie et en Pologne-Lituanie. Donc en 1300,
En 1389, je dis, il y a la défaite serbe, mais en 1380, il y a eu la victoire russe à Kulikovo. Donc les Mongols sont battus, les Tatars sont battus, et Moscou gagne en prestige. Et il faudra attendre les règnes d'Ivan III et puis d'Ivan IV pour que le cours de la Volga soit libéré. Mais la pression est déjà là à partir de Kulikovo en 1380. Et la pression est victorieuse sur les Tatars et sur les Mongols. Donc quand Ivan IV, donc dit Ivan le Terrible, va conquérir la Volga, les Tatars à l'ouest vont faire appel à la protection des Ottomans et vont résister jusqu'à Catherine II au XVIIIe siècle, puis seront balayés, et les Mongols vont être progressivement renvoyés vers l'Asie, d'où ils sont venus. Donc, mais il faudra à peu près un siècle pour que cela soit. Mais ça, c'est le premier désenclavement, parce que la route de la Perse est ouverte. Et ça intéresse énormément les Scandinaves, certains marchands anglais, et le duc du Schleswig-Holstein, la province qui est au sud du Danemark, ou de la plus septentrionale de Hollande. Et ces gens vont payer des explorateurs et des cartographes qui vont se retrouver dans les cours de Ivan III et de Ivan IV. Parmi eux, il y a un Bruxellois qui s'appelait Olivier Bruyneel. L'histoire a tenu son nom sous le nom de Olivier ou Oliver Brunel, B-R-U-N-E-L. Il s'appelait Bruyneel. Il avait étudié à Louvain et il avait étudié à Anvers chez les cartographes qui existaient à l'époque et où il y avait déjà à l'époque bourguignonne, mais il était actif ici, c'était en Lorraine plutôt, c'était Walsee-Müller, un Bavarois mais qui travaillait en Lorraine. Donc c'était une petite ville de Lorraine, Saint-Dié était l'équivalent du Sagres, mais pour la géopolitique et la cartographie continentale. Donc cet Olivier Brunel va partir en Russie, dans la Russie de Novgorod, et il va dire il faut conquérir la Sibérie. Il partira par l'Arctique et il va périr probablement à l'embouchure de l'Ob. Il va périr, on n'entendra plus parler de lui. Et alors le tsar va dire, bon maintenant on va faire appel aux Cosaques, à Yermak, et le nord de la Sibérie va être conquis. Novgorod n'était pas membre des Hansesteden, Oui. mais était copain, comme on dit. Oui, il y avait Pas membre des copains, associés. Associé. Oui. Et là on revient à Bruges et tout ça. Ah oui, bien sûr. Et alors, la Pologne-Lituanie, ben, elle s'unit donc en 1386. Elle va se consolider, mais s'allier aux Hongrois. Et là, ce sera le désastre, avant la chute de Constantinople, le désastre de Varna. Donc les armées polonaises et hongroises vont être, avec des éléments venus d'Europe occidentale, vont être écrasées à Varna sur la côte de la mer Noire en Bulgarie actuelle. La ville de Varna est maintenant une cité balnéaire où on peut passer des vacances à un prix raisonnable. Mais c'est par la défaite de Varna que les Ottomans vont pouvoir, quelques années plus tard, 1444 et puis en 1453, prendre Constantinople, et ensuite les Hongrois vont prendre provisoirement Belgrade en 1456, mais ça ne suffira pas. Alors donc le Portugal, le frère d'Isabelle de Bourgogne ou Isabelle de Portugal, qui entretient une correspondance avec sa sœur qui est assez suivie, c'est le pari sur la marine, c'est la riposte par la mer, l'occupation des Presidios, donc les Espagnols appellent encore Ceuta, qui était portugais mais deviendra espagnol, et Melilla. Vous savez que ces deux villes sont toujours espagnoles sur la côte nord du Maroc. Eh bien, ça date de cette époque-là, pour essayer de neutraliser les barbaresques qui pillaient les villes côtières de la Méditerranée et raflaient des esclaves. Donc il y a eu le contraire, il y a eu l'occupation de cités et de fortins sur la côte du... Les Espagnols sont toujours là, et ces jours-ci, où il y a une militarisation générale de l'Espagne, il
faut voir les défilés militaires qui sont organisés là. Et ça fait toujours partie de l'Espagne. Ah ben, ils ont essayé en Actuellement. 2000, attends, c'est en 2002, oui, en 2002, ils ont essayé de prendre pied sur l'île de Perejil, qui est une toute petite île inhabitée, et il y a seulement un paysan qui peut y faire paître ses chèvres et ses moutons. Ils ont pris, il y a une quinzaine de gendarmes marocains, ils ont pris l'île de Perejil, c'était le Maroc. Le lendemain, ils ont été délogés par la Légion. Et d'où la Légion défile tous les jours à Melilla pour leur apprendre qu'il ne faut pas toucher. Et il faut voir les défilés militaires, celui de hier ou avant-hier était particulièrement viril. Et donc voilà, ça je l'ai parlé, le but était de contourner l'Afrique, vous l'avez vu sur la carte. Donc sous le règne de Philippe le Bon et d'Isabelle de Portugal, il y a donc pour le désenclavement une avancée en Russie, des bases en Afrique qui sont créées par le Portugal, et il y a le danger ottoman qui devient très significatif par la prise de Constantinople et la présence évidemment durable sur le Danube qui est fermé à l'Europe. On constate aussi la faiblesse de la Hongrie et de la Pologne, qui reprendra du poil de la bête au XVIIe siècle seulement, et qui va participer à la libération de Vienne. Et voilà, donc là, ça explique qu'en 1430, ou en 1431, maintenant je ne sais plus, à Lille, il y a le vœu du faisan. Et je crois qu'il y a une musique sur le vœu du faisan, je ne sais pas si elle est de Dufay ou d'un autre. Il y a une magnifique musique. Le vœu du faisan, c'est en 1454. 54. 53, 54. Ah oui, non, c'est l'ordre de la Toison d'Or qui est avant. Oui, le vœu du faisan. Regarde, parce que j'ai quand même... Est-ce qu'il est dedans ou pas? Regardez, s'il te plaît. 54, en 1454. Tu le vois? Le faisan. Le banquet du faisan. Tu le vois? Non, je ne le vois pas. De là, trop loin pour moi. Ah. Et il y a la musique, normalement, de Guillaume Dufay. Tu sais quoi, je vais le trouver tantôt. Ouais. Op moment. Daar is ook nog. Oui, enfin, Dufay, la Renaissance. Oui, il est peut-être dans ces trucs collectifs ici. Burgundian School. Yeah, forcément, Burgundian School. But... Enfin bon, peu importe. Voilà, donc oui, il y a encore beaucoup de choses à dire. Je vais arrêter ici parce que sinon, il est déjà 6h30 et je préfère qu'on pose des questions ou qu'on parle de choses diverses ayant un rapport direct ou lointain avec la matière de Bourgogne, ce qu'on peut appeler la matière de Bourgogne. Qu'est-ce que tu penses que ça aurait pu devenir si Charles le Hardy avait réussi donc? Qu'est-ce qu'on aurait à l'heure actuelle? Eh ben, on aurait, je dirais, un espèce de Saint-Empire fédéral où il y aurait, comme il y a, ce serait le statut actuel de la Bavière et de la Saxe, qui sont beaucoup plus indépendants qu'un simple Land, comme, je ne sais pas moi, le Schleswig-Holstein ou la Rhénanie du Nord ici. Il y a une armée bavaroise, il y a toujours un parlement bavarois qui a plus de pouvoir, etc., etc. Et je crois que la Provence, par exemple, le Dauphiné ou la Savoie, auraient eu ce statut d'indépendance, ce statut de semi-indépendance, dans un Saint-Empire qui ne serait pas jacobin. Alors, on en a un petit aperçu dans 2 livres qui sont très très beaux et qui malheureusement sont épuisés. Ils sont dus à la plume d'un écrivain wallon du Condro, mais qui a été professeur à Ixelles, professeur de français. Il a écrit, moi, je sous-signé Charles, duc de Bourgogne. Je l'ai. Tu l'as. Et là, le duc de Bourgogne, Charles, est mort. Et il est au paradis. Et il vide son sac, il raconte tout ce qu'il a sur le cœur.
il raconte tout ce qu'il a. Il parle notamment, il dit ben, la musique, tout ça a disparu après ma mort. Et il n'y a plus rien de tout ça. Mais il parle aussi de ses visions géopolitiques. Et c'est une vision qui est médiévale, qui est traditionnelle. Mais pour bien souligner ce qu'il a voulu dire, Gaston Compère, qui est cet écrivain du Condro, a publié aussi cette sorte d'interview de Louis XI après la mort. Louis XI est au paradis. Et là, le ton chez Charles Le Hardy est lugubre. Il a perdu. Mais oui, mais si, il est lugubre. Oui, mais Charles Le Hardy, c'est triste. Ah oui. L'atmosphère est c'est triste. très triste. Ouais. C'est très triste. Mais chez Louis XI, mais il triomphe. Il est, comment dire, et alors c'est les prémices du jacobinisme français, en fait. Hein, et d'un État qui est rigide et qui ne donne pas la liberté culturelle. Et bon, là, on aurait eu effectivement un Saint-Empire. Évidemment, la découverte de l'Amérique change aussi tout à fait la donne. On n'est plus enclavé. Pas tout de suite à partir de 1492, parce qu'il n'y a que 4 ou 5 expéditions de colons et d'Amerigo Vespucci dans les Caraïbes, et puis on arrive aux côtes du Mexique, etc. C'est pas tout de suite. Il faut attendre la victoire des Espagnols au Mexique et puis chez les Incas pour pouvoir rafler de l'or pour faire la guerre aux Turcs. Et Charles Quint prend Tunis en 1435 avec l'or des Incas. 1535. 1535, oui. Donc là on est désenclavé et puis on a aussi une plus abondante production agricole. On a des nouveaux fruits, des nouveaux légumes. Le haricot, on a l'air de dire, oui, mais c'est quelque chose qu'on mange tous les jours. Non, ça vient d'Amérique. La tomate, la patate. Pour tout ce qui se termine en le chocolat, le chocolato. Hein, tout ça, c'est surtout des noms indiens. Ah oui? Ah oui? Tomato. Oui. Pardon. Chocolato. Et puis avocato, hein, l'avocat, etc. Ça se termine en langue aztèque ou en langue inca. Il y a le maïs aussi. Le maïs, oui, mais il y a, j'aurais dû apporter ça. Il y avait une collection jeunesse il y a une trentaine d'années qui malheureusement n'a pas été rééditée. C'était des livres rouges. La vie au temps de. Ah ouais. Hein, tout le monde se rappelle de ça. Et il y a la vie à la Renaissance. Et à un certain moment, on passe aux nouveaux produits qui sont importés en Europe et puis cultivés en Europe. Ils avaient peur de la tomate, hein. Ils croyaient que ça pouvait être dangereux au début. Oui, au début, oui. Ouais. Mais bon, après, les Italiens, et surtout là, à Naples, évidemment, ils se sont emparés de ça. Oui, ils ont commencé les premières pizzas. Non, ça c'est plus tard. Oui, mais l'idée de la pizza, quoi. Ouais. Et alors, la pomme de terre, elle est véritable. Elle est cultivée d'abord en Espagne, bien sûr, ici, en Irlande, et en Prusse. Et la pomme de terre, c'est la fin de l'hégémonie militaire française. Pourquoi? Parce que les armées françaises et les armées ottomanes avaient le blé. Les Français, le blé de la Beauce, au sud de Paris, et les Ottomans, le blé d'Égypte. Donc avec ça, on pouvait nourrir une armée. Ça ne coûtait pas cher, c'était là à profusion. Mais donc, qu'est-ce qui se passe? L'Allemand qui crève la faim, il va s'engager chez les Ottomans ou surtout chez les Français parce qu'il y a du pain. Le proverbe existe en flamand aussi, zoals God in Frankrijk. Donc il y a du pain, donc on va en France parce qu'il y a du pain. Et à partir du moment où il y a des patates, les Allemands ne vont plus là, ils vont en Prusse. Et l'armée prussienne est créée par le roi Sergent d'abord, et puis par Frédéric II, qui était considéré comme un petit chétif, et qui avait écrit l'anti-Machiavel. Donc quand il est arrivé au pouvoir, on a dit ça c'est vraiment un con, on va lui rentrer dedans. Mais son armée était prête, il a battu tout le monde. Et seule Catherine a compris.
on va arrêter. Les Russes ont quitté le front et les Français, les Autrichiens se sont fait battre hein, à plate couture. Et ça a été le début de la puissance prussienne et ça a été la victoire de Waterloo. Parce que qu'est-ce qui se passe-t-il à Waterloo? Il y a eu une éruption volcanique 2 ans avant en Islande, et il y a 2 étés totalement pourris, même ça durera jusqu'en 1820, des étés totalement pourris, et nous sommes le 18 juin, normalement il fait beau, cette année-ci il a fait très beau, et il y avait une pluie diluvienne, un temps exécrable, et l'armée française a eu de la peine à marcher dans la boue de Waterloo, mais ce n'est pas tellement ça, c'est qu'il fallait cuire le pain. Parce que le français, les patates, c'était pour les boches et les cochons. Ah. Donc, ils n'en voulaient pas. Et il n'y avait pas moyen de faire marcher un soldat français en leur donnant des patates. Bon, Wellington, c'était two potatoes, parce que c'était des Irlandais. A little bit salt. Hein? Avec un petit peu de sel. Ils avaient ça, ils étaient prêts tout de suite. Hein? Et c'était des Irlandais, ils étaient habitués, la plupart c'était des Irlandais, ils étaient habitués à bouffer ça, bon très bien, ils mangeaient des patates. Et là, le pain, il fallait le cuire le matin. Ouais. Donc il a perdu 3-4 heures, parce qu'il pleuvait, le feu s'éteignait, etc. Et ils se sont mis en branle à 11 heures du matin. Alors que l'autre était tout à fait prêt, et qu'il avait caché une partie de ses troupes au-delà de la crête, parce que ce qu'il ne savait pas, c'est que Wellington parlait le français avec un accent bruxellois à couper au couteau. Il avait vécu à Bruxelles, il chassait dans la forêt de Soignes, il savait ce qu'il y avait à Waterloo. Donc il connaissait bien le terrain, il a très bien pu disposer ses troupes, il a reçu le choc en pleine figure, mais il a résisté. Évidemment, il y avait, comme écrivait récemment Huybrechts dans le Paliturke, c'est une victoire qui est tout sauf anglaise. Hein. C'est bon, parce que le général est anglais, mais les troupes, il n'y avait pratiquement pas d'anglais. C'était des Écossais et des Irlandais, bon, ce sont des Britanniques, mais c'était l'armée du Royaume-Uni des Pays-Bas, et c'était surtout dans l'armée anglaise des Hanovriens et la King German Legion, hein, la légion germanique du roi d'Angleterre. Donc, et puis après, ben, la victoire, l'armée de Wellington, elle est quand même durement étrillée. Et la victoire est toujours, on ne sait pas qui va gagner la bataille. Puis arrive Blücher, évidemment, qui ne connaissait qu'un seul, qui était totalement analphabète et ne connaissait qu'un ordre. Oui, Blücher ne savait ni lire ni écrire. Il avait une bonne équipe, il avait d'excellents généraux autour de lui, Gneisenau, Clausewitz, ils étaient tous là, qui étaient des intellectuels de haut vol, mais lui ne connaissait qu'un ordre, c'était un peu comme Souvorov aussi en Russie, c'était Vorwärts, en avant. Mais c'est grâce aux Russes qu'ils ont gagné hein, Waterloo. Oui, les Russes étaient à Cologne. Et à Waterloo, parce que bon, ils étaient à Gand, hein, à Moscou, là-bas. Non, ça c'est avant. C'est avant ça. Mais sans les Russes, Waterloo était perdu. Hein, non, les Russes s'arrêtaient après. S'il avait gagné, gagné à Waterloo, il avait 120 000 Russes venus de Cologne et il avait l'armée suédoise qui était à Breda. Et il avait l'autre armée anglaise qui était à Gand, Courtrai, et l'armée de réserve qui était à Halle. Donc, même s'il gagnait la bataille de Waterloo le soir, le lendemain, bon, son armée était déjà réduite de moitié. Et il n'aurait pas été beaucoup plus haut, quoi. Il aurait pris Bruxelles, oui, mais il aurait été battu quelque part en campine, quoi. Oui, là, j'ai encore une question à part de ça, mais je vois le menton des Habsbourgois. Ah oui. Le menton Habsbourg. Oui. Je le vois chez Charles Quint, mais dans la lignée de Charles Quint, je vois Isabelle Lafolle. Ah Jeanne oui, Lafolle. Johanna la Locca. Johanna de Waanzinnige et je vois... Non. Il n'y a personne avec un menton. Non, mais je le vois chez Charles donc, Quint. Philippe le Beau, c'est vrai, Philippe le Beau épouse, donc, Quand on dit Intelt, pas encore, c'est après. en français c'est L'inceste. L'inceste ou la Mais consanguinité. je ne le vois pas dans leur pédigré sur les peintures des gens avant Charles Quint avec un menton. Non, Charles Quint, là, bon. Mais ça vient quand comme même des Habsbourg, hein. C'est Ah oui, Maximilien, mais je ne vois pas chez... Pas dans les Bourguignons.
Oui, mais les Bourguignons, ils ne sont pas liés Non. avec les Habsbourg. Ah ben si, Si, Ah non, à partir ah, de si. Marie de Bourgogne. Marie de Bourgogne. elle est ouais. mariée avec Maximilien d'Autriche. Oui. Voilà, hein. Donc Habsbourg. Habsbourg, oui. Et puis après, oui, mais ils ont Philippe le Beau, alias Felipe el Hermoso, Hein? qui devient roi d'Espagne parce qu'il a épousé Juana la Loca, Jeanne la Folle. Qu'on dit la Ou folle. bien Johanna de Allez. Wahnsinnige. Ja. Hein. Et, mais bon, Jeanne la Folle, oui, bon, c'est surtout, elle débarque à Vlissingen, hein, en Hollande, elle arrive avec sa suite à Anvers. Et alors, il y a toute une suite. Au premier hiver, la moitié est morte parce Oui, qu'ils ne oui. supportent pas le climat. Ouais. Ah Ça, ouais, c'est une mais- chose. Et elle a une pneumonie, mais elle résiste. Mais c'était le petit temps hivernel, hein, la Oui. kleine ijstijd. Hein, Oui, cette pas encore, c'est un période. peu plus tard quand même. Le petit. Le petit hiver. Ah oui, 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 Ou la petite période glaciaire. Oui, oui, oui. Ouais. Et alors, mais là, il y a deux choses à dire, c'est vrai. Donc, Juana la Loca, pourquoi est-ce qu'elle est folle? Elle est d'une jalousie, alors que Philippe le Beau, qui a la réputation d'être évidemment un très beau prince, mais il n'est pas volage comme son grand-père. Oui, mais pour l'époque, comme on dit, c'est pas le pire. Hein. Non, Philippe Tandis- le Bon, c'était le sommet. Mais- Philippe le Bon, c'était le sommet. Charles, bon, ben, il a laissé tous ceux qui, dans la noblesse, tous ceux qui s'appellent le Hardy, ben, descendent quelque part de Charles le Hardy. Non, Charles n'a pas. Pas où il était n'a en pas de guerre. bâtard, rien du tout. Hein. C'est Philippe Oui, le ça, Bon, tu le sais surtout, et Jean sans peur, ça, ils sont connus, hein, les Oui. bâtards. Ouais. Et elle était d'une jalousie crasse, alors elle est sortie du palais à Bruxelles, elle s'est jetée sur une femme, une belle femme du quartier, elle, avec des ciseaux, elle lui a coupé les cheveux, elle lui a bon tailladé la figure, et alors on a dit, ah, celle-là, elle est folle, et puis elle a Puis terminé, surtout après. on l'a envoyé à Madrid, mais Charles Ouais, mais Quint allait surtout- la voir, Surtout le fait aussi que quand Philippe le Beau est mort, elle a transporter son cadavre. transporté son cadavre. Elle voulait absolument pas qu'on l'enterre parce qu'elle ne pouvait pas supporter la mort de son époux, quoi. Hein. Ouais, ouais. Et donc, quelque part, c'est un petit peu quand même très macabre. Et... Oui, Ouais, on ne sait pas si C'était c'est dérangé, folle, c'est oui. peut-être Philippe le Bon qui est. C'est possible. et puis après c'est Charles Quint qui est devenu... Non, d'abord, Mais c'est c'est mon- encore Ferdinand qui a gouverné Oui, l'Espagne. ouais. Et Maximilien qui a gouverné longtemps le Saint-Empire. Et en 1416, Ferdinand meurt, il est roi d'Espagne. 1516. 1516, oui. Et en 1519, Maximilien meurt et il est élu il est élu empereur d'Allemagne. C'est ça. Voilà. Donc très jeune. Mais il va, le climat, ici les gens vont partir en Espagne parce que c'était le climat, comme aujourd'hui on part en vacances. À Ouais. l'époque, on disait ben, je vais être soldat en Espagne ou je vais être administrateur ou même moine en Espagne. Quoi. En fait, il y a beaucoup plus. On dit ici, oui, il y a du sang espagnol dans les Pays-Bas espagnols. C'est très peu par rapport au contraire. Hein. Ah ouais. Ah oui, oui. Ouais, mais ça, c'est quelque chose. Avec les noms qui changeaient. Hein. Ah oui, ce que j'ai oublié de dire à propos de notre histoire nationale, c'est que Isabelle de Portugal, donc ils vont conquérir, comme j'avais montré sur la carte, ils vont débarquer dans les Açores et à Madère. Mais les Portugais ne supportent pas le climat, donc ce seront des Brugeois. Enfin, des Brugeois, on sait qu'ils viennent de Bruges, mais il y en a un qui s'appelait Verbrugge, qui veut dire du pont en fait. Et alors, c'est la famille régnante dans les Açores, c'est les De Brugas. Et alors, il y avait un certain Van Nieuwenhuizen, celui-là est devenu Novoborgo. Donc, on traduisait les noms, Ah oui. Ah ouais, ouais. et ainsi de suite. Et donc, les Açores vont s'appeler las Illas Flamencas, donc les îles flamandes. Et bon, ils vont finir par parler le portugais, puisqu'ils commerçaient avec les Portugais, mais longtemps, très peu de Portugais se sont installés dans les Açores. Et c'est vrai, j'ai eu une élève de Madère, et bon, elle n'avait pas du tout un type portugais ou méditerranéen.
et une autre qui vivait au Luxembourg non plus. Donc il y a beaucoup de restes flamands alors. Flamand, anglais, comme dans le nord de l'Espagne. On a commencé par ma femme, qui avait plus l'air irlandais que espagnol. Alors que le contraire peut être vrai. J'ai eu une collègue espagnole qui avait vraiment le physique qu'on attribue aux Espagnols, mais faussement. Et elle dit, oui, mais nous, on est Irlandais. Ah bon? Oui, parce que tous les Irlandais ne sont pas des Roux, grands oui. roux. Hein. Tout l'ouest de l'Irlande, c'est la même race que dans le Maghreb au départ. Ah bon? Ah oui, c'est ce qu'on appelle, ça allait du Maghreb jusque le Pays de Galles, les Cornouailles, l'Irlande, et même une partie du Danemark à un certain moment. Les berbères, ça. Ja. Ça va donner plus tard les Berbères ou les Capsiens, on dit aussi. Amaxi. Oui, ça c'est le nom de la langue. Il y a 5 langues berbères. C'est vrai, ils étaient... Plus. Ah, Bon, un mais plus, ouais. Ben, on a un camarade des Canaries, lui il a encore ce type-là, qui vient régulièrement, mais que Franck a fait fuir d'ailleurs. Et alors ce garçon nous parle parfaitement en anglais et un allemand absolument impeccable parce qu'il a fait ses études à Munich. Et lui il est canarien. Mais encore aux Canaries aussi, ça a été conquis surtout par des Normands au service de l'Espagne. Mais le premier gouverneur, c'est un certain Van de Walle, dont on n'a pas traduit le nom. Donc la rue principale dans la capitale des Canaries, c'est la Calle Van de Walle. Ah ouais. Et la bourse de Beurs, ça s'est dérivé d'un nom d'un bourgeois qui a créé la première bourse. Oui, oui. Ça vient d'une maison de Bruges. Ah ouais? Et puis Ouais. alors le bâtiment le plus ancien, la bourse la plus ancienne en tant que bâtiment, c'est celle d'Anvers. Hein. Parce Ah qu'il bah. y avait déjà une sorte de... quand même des options, tout ça. Oui, chez des les Grecs, échanges. chez les Grecs, ça existait aussi. Hein. Quoi donc? Ben, échanger, faire des dépôts voilà. d'argent, des Ah choses oui, comme oui, ça. oui. Oui, mais Oui, chez les Grecs Italiens, déjà. évidemment. Ouais, aussi. ouais. Ben, le palais Pitti, qui est une des plus belles maisons de Bruges, c'est la famille Pitti, Voilà. qui était je ne sais pas, des Italiens, je ne sais pas de quelle ville, Mais il y a beaucoup de Lombards et beaucoup Des de Génois, Florentins aussi. des Génois ici surtout. Des Génois, oui. Les Vénitiens, c'était plus vers l'est. Au niveau de l'argent, tu avais les Florentins qui tenaient les banques de Médicis. Ben oui. À Bruges aussi. Et le C'était Templier. chez nous, c'était Jan Van Eyck avec une pointure tuile. Et le Templier. Templiers, pour les ordres religieux. Voilà. Ah ouais. Voilà. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait, on peut parler encore jusque demain. Et notre... Oui, Parce donc, que- on peut faire un cours. Ah ouais, chaque chapitre, ça vaut déjà un speech. Hein. Donc, on a- Oui, on a j'ai un truc, hein. abrégé, je n'ai dit Ouais. que la moitié de ce que j'ai couché sur le papier. Ce qu'il y a avec Robert, c'est qu'il Wow. est tellement instruit Mais donc je suis vieux. qu'on peut y passer des journées entières. Quoi. C'est parce que je suis vieux. Le grand J'ai maître- commencé à 14 ans et j'en ai 70. Donc, Le grand maître de tapisserie Après de 55. Bruxelles, c'est Peter Cook. ouais, parce que je n'ai pas fumé, je n'ai pas trop bu. Pas trop, pas trop. Je fais l'alcool, ça de conserve. karton. Allee, heel veel de karton. Hè. Pour la vidéo, je fais des fins comme ça va? Oui. Alors, pour le montage. Tu ne m'interromps pas, Non. parce que je te fais une... Je d'accord. Voilà. Voilà, Robert, merci. C'était quand même, en flamand on dit une bonne tartine, een dikke boterham. De helft van de boot. Et c'est la moitié. Mais voilà, merci pour tout. La chose que moi j'ai appris, pas qu'aujourd'hui, mais quand même aussi aujourd'hui, c'est que quand on voit, je suis flamand, même que j'habite en Russie, tout ce qu'on veut, j'ai quand même pas jamais nié mes racines. Hein. Jamais. Je ne peux pas nier mes Tu ne peux ancêtres. pas nier ce que tu es parce que sinon tu es fou. Oui, oui. Ah oui, si tu te prends pour quelqu'un d'autre, Ben Oui, c'est logique. c'est C'est un la dérangement. folie Le actuelle. type qui se prend pour Napoléon, pour donner un exemple classique, et on l'enferme. Mais oui. Donc si tu viens me dire que tu es, je ne sais pas moi, un kalmouk par Je exemple, suis- non, je Ou suis- bien qu'il est une femme, ça c'est à la qu'il mode. est une femme, ou maintenant qu'il est un furry.
Donc, tu es un animal à poil. N'importe Ah, quoi. ah oui, et alors tu dois te déguiser en renard. Non, je suis un des petits-fils secrets de Staline, moi. Je ne le dis pas. Ouais. Voilà. Ok. La chose qu'il y a, c'est que, en toute France, moi j'aime bien, déjà depuis que j'étais enfant, j'aimais bien les châteaux, vous savez, kastelen, châteaux et burchten. Oui, des forteresses. Ah, ou forteresse, des- oui, comme des Bersel, fortes. château, on connaît Bersel, le château, voilà. Bouillon, c'est magnifique. Celui-là qui n'a pas vu Bouillon, il a raté quelque chose dans sa vie. Hein. Bouillon, Donc, j'ai raté quelque chose dans ma vie. T'as pas vu Bouillon? ben, C'est pas on le fait. possible. Tu sais qu'on le fait. Allez, on organise Ouais. ça. Oui. Ouais. Ok. Mais il y a maintenant un truc spécial en culture, tout ça. Quand on regarde un pays par kilomètre carré, c'est la Belgique qui a le plus de châteaux et de forteresses par kilomètre carré au monde. C'est pas la C'est France. la Belgique. Non. Moi je pensais que c'était France. Ah C'est bon, comme c'est- les étoiles de non, Non, Michelin. mais ici, non. c'est plus concentré. Ah. Mais C'est chose- comme- mais c'est ça comme- veut dire qu'en Flandre, il y avait quand même toujours eu une richesse. Ah oui, Bah bah Alors, oui. une des bases de la richesse, ce sont les Templiers, qui avaient quand même un œuf appelé avec le roi le comte de France, le roi de comme les France, Philippe le Bel. le Bel, oui. Alors- Qui, à mon avis, quand je vois le film et les commentaires, il manquait un peu. Il avait Tout ça, arrogant un peu, oui. Tu sais, en France, depuis, tu as eu Sarkozy, puis Sa Hollande, femme- et puis Macron. La femme Voilà. de Philippe le Qui Bel. de plus en plus taré, quoi. La femme de Philippe le Bel les était châteaux, aussi une les châteaux très en mauvaise. Belgique. Ah oui, 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 oui. Elle était navarraise. Elle l'a beaucoup poussé aussi. Oui, je sais, mais Mais ok, c'est mais Michelin, c'est toujours la femme qui est la salope et le mec qui est le con. Hein. Voilà. C'est comme les châteaux en Belgique, c'est comme les étoiles de Michelin. Ouais. À propos de Philippe le Bel, il y a une anecdote qu'on racontait quand on était gosse encore, hein, ça allait dans les historias, les images historias. Donc il convoque le bourgmestre de Gand, de Bruges et de Ypres. Et il les regarde de haut et ils reçoivent chacun une chaise sans coussin. Donc ils plient leur manteau et ils s'asseyent dessus et puis ils commencent les négociations. Même pas à grand chose, et puis ils s'en vont. Et alors il y a un Français qui dit oui, mais vous oubliez vos manteaux. Et l'autre répond nous les Flamands, nous n'avons pas l'habitude d'emporter les coussins. Ouais. Et voilà. Pour la petite chose, parce que tu as nommé Ivan le Terrible, Ah bon? vous savez que c'est une traduction vraiment mauvaise. En russe, on dit Ivan Grozny. Et Grozny, ça veut dire le menaçant. Oui, hein? Ouais, bon. Le menaçant. Parce que pourquoi qui il menaçait? Petite histoire, je peux? C'est que le roi de Pologne faisait quand même, voilà. Le roi de Pologne écrit une lettre à Ivan Grozny, parce que moi j'aime pas de le nommer terrible, parce que c'est Ivan Grozny, c'est lui qui a fait la Russie d'aujourd'hui vers la Sibérie. Sans lui, la Russie était Moscovia. On peut plus ou moins dire comme ça. Il était vraiment un très bon tsar, un des meilleurs qu'ils ont eu. Et le roi de Pologne... C'était à quelle époque ça? 1500. Ok, Oui. Mais le roi de Pologne envoie une lettre. Cher roi, cher tsar, pourquoi tu refuses mes commander sa main couple? Mes marchands. Ah, mes marchands, ah oui. Pourquoi tu refuses mes marchands? Et le roi, le tsar, il répond, je n'ai rien contre les marchands, mais tes juifs ne rentrent pas chez moi. Oh. C'est pas moi qui le dis. Non, non, c'est pas toi. Et après, l'histoire l'appelle Ivan le Terrible. Ah. Oui, pour qui- Non, non, il y Oui, avait oui. aussi le fait que Oui. il était en partie appuyé par les Anglais qui voulaient le commerce par la Volga. Et ils ont recruté, en fait, c'est la dernière manifestation d'une tradition scandinave, celle des berserkers, Ouais. donc des guerriers fous. Ouais. Et ils ont recruté en Scandinavie les derniers païens, en fait, qui secrètement, enfin officiellement, ils étaient catholiques puis protestants, mais les derniers adeptes de ce culte odiniste. Et c'est eux qui ont créé sa garde personnelle qui semait la terreur. Mais il faudrait rectifier ça dans les livres d'histoire. C'est comme avec Charles le Téméraire. Il faut arrêter de l'appeler le Téméraire. C'est pas correct Oui, mais du tout. Oula. tu as pas mal de bouquins qui ne l'appellent plus comme ça. Hein. C'est les Français qui... Parce Oui. que c'est les Oui, mais vainqueurs. enfin, encore maintenant, il y a C'est notre le vainqueur imbécile qui- de qui dit ministre
de l'armée, là, enfin, Défense. de la défense, Théo Franken. Et Franken a dit qu'il allait raser Moscou. Fou allié, fou allié. Alors maintenant, tu as effectivement tous les Français qui Voilà. s'insurgent comme je m'insurge moi. Ah, comme ils sont cons les Belges. Ben oui. Donc on a tous l'étiquette, on est Voilà. cons. Ben oui, enfin, Wallon, flamand, germanophone, Voilà. Mais il y a beaucoup de Français- Molenbeekois ou n'importe quoi. Beaucoup de on est Français qui cons. voient quand même. Ouais. Il y a beaucoup de Français qui ont quand même répondu on n'est pas mieux chez nous, on n'est pas mieux Ben lotis oui, chez nous. totalement, oui. Avec le Ouais. Macron et toute sa clique. Ouais, Ah, vraiment. Ok. Ruud Brouwer, waar het en flamand je dis, il y avait une époque où on était quand même bon. Voilà, merci. Ouais.